Daesh est une organisation terroriste implantée en Syrie et en Irak. Apparue originellement en Irak à partir de 2006, l'organisation poursuit un objectif: étendre sans limite son influence et son système de terreur au-delà de sa zone initiale d'implantation. Daesh est l'acronyme arabe d'État islamique en Irak et au Levant. La majorité de ses membres sont originaires d'Irak et de Syrie, mais d'importants volontaires venus d'Afrique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie et du Caucase ont rejoint ses rangs. L'organisation fait preuve d'une violence extrême à l'égard des populations civiles, qu'elle terrorise pour maintenir son emprise sur les territoires conquis. Daesh poursuit un projet totalitaire dont le fondement est soutenu par trois logiques entrepreneuriales. Une logique entrepreneuriale est la capacité d'identifier, d'exploiter et de tirer des opportunités qui peuvent naître sur un marché pour créer de la valeur et donc développer son entreprise. Ici, Daesh a trois principales logiques entrepreneuriales. La première est d'avoir une structure digne d'une grande entreprise avec une répartition et une organisation des rôles bien définis. La seconde est d'avoir une grande communication et une utilisation intensive d'Internet et des réseaux sociaux. Et enfin, la dernière est de collecter un maximum de capitaux. Mais alors, en quoi Daesh a-t-il intégré des logiques entrepreneuriales pour se développer? Nous allons répondre à cette problématique en trois parties. La première sera une structure entrepreneuriale, la seconde la communication, et enfin la troisième partie sera le financement. Abu Bakr al-Baghdadi, chef de Daesh, peut être considéré comme PDG de l'organisation. Il obtient un doctorat en études islamiques. En 2004, il fait de la prison où il se convertit à l'islam. Il rompt avec sa vie passée en arrachant lui-même ses tatouages. Il passe par Al-Qaïda où il rencontre Ben Laden. Il grimpe au sein du parti à la suite du décès d'un de ses supérieurs. Après la mort de Ben Laden, son successeur n'ayant pas les mêmes idées que Abu Bakr, il quitte donc Al-Qaïda. Membre du conseil de l'EII, l'État islamique d'Irak, il crée ensuite l'EIIL, État islamique d'Irak et au Levant. En 2011, il est déjà un des terroristes les plus recherchés par le gouvernement américain. Il s'autoproclame calife de l'EI et instaure un califat sur les États qu'il contrôle. Il entre alors en concurrence avec Al-Qaïda, qui deviendra même un ennemi. L'État islamique est une organisation politique établie avec une infrastructure complexe. Au-delà des milliers de combattants, le groupe terroriste serait donc composé de nombreux bureaucrates, fonctionnaires, financiers, comptables, ainsi que des statisticiens. Ils placent l'éducation au centre de leur organisation par la mise en place de différents camps d'entraînement par niveau et par âge. Ils possèdent de nombreux intellectuels et ont un projet politique que les États d'Occident ont du mal à interpréter et à prendre au sérieux à cause de la violence qu'ils dégagent. Le califat est guidé par trois objectifs: réunir le plus de richesses possible, assurer l'allégeance des peuples et conclure l'alliance avec les sunnites dans ces deux pays. Le calife a d'abord déclaré le califat. Une fois ce point atteint, il a divisé son État en 7 divisions, toutes contrôlées par un adjoint différent. Il crée un conseil de 9 membres responsables des dossiers internationaux, mais tout se décline à partir du calife Abu Bakr al-Baghdadi. Dans les noms des personnages masculins, en général l'expression Abu signifie père de ou désigne le fils aîné de. Dans les cas suivants, Abu désigne fils de. Abu Abdelkader qui se désigne comme le fils de Abdelkader, plus connu comme étant un émir, ainsi qu'un homme politique et un chef militaire algérien. Il est considéré en Algérie comme un symbole du combat contre le colonialisme et contre la domination française. Abu Abdelkader est chargé de l'encadrement. Abu Mohamed qui se désigne comme le fils de Mohamed qui est fondateur de l'islam. Abu Mohamed est chargé des opérations terroristes extérieures de l'État islamique. Abu Salah qui se désigne comme le fils de Salah, étant un des premiers messagers d'Allah dans la religion musulmane. Il est chargé des finances des provinces irakiennes. Abu Hajar al-Asafi se désigne comme le fils de la pierre noire, monument qui se trouve au centre de la mosquée Al-Haram de la Mecque. Cette pierre est une relique. Abu Hajar al-Asafi est coordinateur entre les provinces. Abu Qassem se désigne comme le fils de Abu el-Qassem Tchebi, qui est un poète tunisien d'expression arabe considéré comme le poète national de Tunisie. Il est chargé de l'accueil des combattants arabes et étrangers, notamment de leur logement. Abu Omar al-Shishani, lui, tire son nom de la traduction arabe de Omar le Tchétchène, commandant de toute l'armée de l'État islamique. Il est aussi une figure emblématique de l'État islamique. Dans sa guerre déclarée aux mécréants du monde entier, Daesh est doté d'une insatiable machine de propagande, un centre de commandement des médias et de la communication, la fondation Baz, située dans les sous-sols de la ville de Raqqa en Syrie.
Un système productif très structuré avec 28 bureaux dans le monde et 7 branches expertes. À chacune sa spécialité, vidéo, texte, photo, radio, influence sur les réseaux sociaux, référencement. Daesh a nommé ses services de communication médias salutaires, qui ont 3 objectifs. Promouvoir la barbarie des actes de l'État islamique, intimider l'ennemi et recruter des combattants. Les moyens financiers de l'organisation lui permettent de recruter des experts dans les différents métiers de la communication. Ingénieurs son, monteurs, graphistes, etc. Cette fonction est d'ailleurs très largement valorisée au sein de Daesh, puisqu'un communicant gagne 7 fois le salaire d'un combattant. De même, le matériel et les techniques utilisées sont les mêmes que les médias occidentaux possédant des ressources financières importantes. Micro-cravate, matériel professionnel identique, ralenti, utilisation de plusieurs caméras pour une même scène. Par exemple, lors des scènes de décapitation, le réalisateur décide du moment de l'exécution à la place du bourreau. Il peut même être demandé à celui-ci de lever plusieurs fois son sabre pour fournir plusieurs angles de caméra au plan possible. Daesh a également créé 2 entreprises de communication. Al Furqan Media, qui coordonne et dirige toutes ses actions de communication, ainsi que Al Haya, dont les actions de propagande sont uniquement destinées aux citoyens occidentaux. Cette dernière entreprise possède d'ailleurs des branches dans divers pays de l'Occident dont la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ces personnes issues des pays européens et des États-Unis entre autres amènent avec elles non seulement des compétences techniques mais également les codes de l'Occident et des productions hollywoodiennes. Pour mener à bien sa stratégie de communication, l'État islamique s'appuie sur 2 mensonges qu'ils aimeraient faire passer pour vérité. Le premier étant de faire passer Daesh comme l'unique communauté de croyants musulmans qui pardonne les péchés de toutes les personnes rejoignant ses rangs. Le deuxième promet un accès prioritaire au paradis le jour du jugement dernier pour toute personne mourant en combat. Afin de transmettre ces messages, Daesh utilise plusieurs outils de communication. Depuis le début de son existence, l'organisation a diffusé plus de 800 vidéos traduites en 11 langues différentes, dont il est possible d'en identifier 3 types. Les premières vidéos peuvent être assimilées à des actions de campagne de recrutement. Elles peuvent durer 1 heure comme 1 minute et sont systématiquement diffusées sur les réseaux sociaux. Ces vidéos ne comportent ni femmes ni musique, seulement des chants. Ils présentent uniquement des images d'exécution, des exercices militaires ou des combats. Ces vidéos ont tout d'images touristiques qui réutilisent les codes occidentaux afin de susciter une impression d'aventure et de normalité dans l'esprit des spectateurs, selon le spécialiste de la propagande djihadiste Abdelassiem El-Difraoui. وأعزنا بالجهاد وأذل أهل الشرك والانبطاح. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صوت جميل صدى هدى وإما ممات يغيظ العدا وبيد الطغاة وكتيم صوت جميل صدى قم يا أخي لدرب النجاة دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب. Les deuxièmes vidéos de l'État islamique sont des menaces et des appels à la haine contre un pays ou une population. Ce message est adressé à la République française ainsi qu'à sa population de la part des Moudjahidines du pays béni du Chem. Message faisant suite à la décision du gouvernement français d'attaquer nos nobles frères qui ont, alhamdoulilah, instauré la charia, combattu le shirk et propagé le tawhid dans le Nord Mali. Nous appelons et incitons donc en amère conséquence les musulmans dans le monde entier ainsi que ceux résidant en France, tel un cheval de Troie, à accomplir leur devoir religieux, qui est de frapper les intérêts français, ses institutions, ses militaires, de même que ses civils, sur le territoire national ainsi qu'à l'étranger. Par exemple, lors des vidéos contre la France, les premières images sont issues des journaux télévisés français, les femmes sont floutées. Ces films ont pour but d'inspirer la peur aux populations visées et de dissuader les pays à lancer des offensives contre l'organisation. 17 minutes d'une violence inouïe. L'État islamique vient de publier une vidéo à la gloire des 9 terroristes qui ont participé aux attentats de Paris le 13 novembre dernier. Un montage soigné, des mises en scène macabres, le tout en français et dirigé contre la France.
Une signature posthume qui atteste la culpabilité des auteurs. Le seul survivant des attentats, Salah Abdeslam, en est absent. Les terroristes y sont présentés sous leur nom de guerre comme les 9 lions du califat qui ont sacrifié leur vie pour la cause. Enfin, le dernier type de vidéo est associé à des images de propagande pensées de manière inédite. Les journalistes pris en otage sont obligés de tourner des reportages d'immersion, identiques à ceux des journaux télévisés, au sein de l'État islamique, sous le contrôle et la direction de ce dernier. Le but de ces images est de contredire les articles et reportages des médias occidentaux. Les otages doivent même citer les propos des médias, le nom du média, ainsi que la date de publication. Ce type de vidéo renforce encore un peu plus l'image barbare de l'organisation terroriste qui pousse la perversion jusqu'à utiliser les compétences de ses otages ou à les tuer pour refus de collaboration. No visit to a Muslim country would be complete without doing some shopping at a souk, the bustling, crazy markets where you can buy anything from books to lighters to perfumes to bags. And everywhere you look, everywhere you come here in this old souks, one of the oldest in Mosul, was struck by just how normal and crazy and busy everything is. This is not a city living in fear, as the Western media would have you believe. This is just a normal city going about its daily business, and certainly nothing as written in The Guardian on the 27th of October, who said the price of basic goods have gone up sharply. People have no money, they said. Rubbish lies uncollected on the streets, and there are only 2 hours of electricity every 4 days. Well, there are a lot of neon signs and flashing bright lights around here that have been on a lot longer than 2 hours in the last 4 days. And I'm reminded of one quote from the Saudi-owned television channel, Al Arabiya, says, the people of Mosul are living in very hard conditions. It is very difficult. I look around, and really that doesn't seem to be the case at all. À travers l'ensemble de ces vidéos, il est également possible d'identifier un autre élément de communication. À l'instant du Yes Weekend d'Obama, l'État islamique s'est doté d'un slogan fort, Baqiya, qui signifie l'État islamique restera. Plus qu'un slogan, il devient un cri de guerre permettant de rallier les terroristes du monde entier, car même si Daesh venait à s'essouffler et à disparaître, le slogan restera, et ainsi l'esprit et l'idéologie de l'organisation perdurera. Outre les vidéos, Daesh est également très présent sur le net à travers plusieurs canaux. Tout d'abord, plus de 40 000 djihadistes possèdent un compte Twitter où ils postent des photos et des messages populaires. Plus de 15 000 ont été recensés à ce jour. Ils ont pour but de dédiaboliser l'organisation aux yeux du monde. Le I a d'ailleurs créé une application Android, The Dawn of Glad Tidings, ce qui lui permet de poster des messages de manière automatique sur les comptes Twitter de ses soldats. Sur Twitter, Daesh utilise les mêmes codes sociaux que les autres utilisateurs du réseau. Il poste des tweets en anglais en utilisant les hashtags. Facebook est également largement utilisé par l'organisation. Cependant, il s'agit plus là de recrutement que de propagande à proprement parler. Les personnes identifiées comme isolées sont alors la cible de messages de partisans de Daesh. Les terroristes tentent alors de les enrôler en leur décrivant une société idéale et en faisant apparaître Daesh comme la solution à la quête d'identité et de sens à la vie de ces individus. Les femmes sont attirées pour motiver les soldats. L'organisation leur soumet alors une image de romantisme et leur promet le grand amour.
L'EI, comme toute entreprise, utilise à son avantage les dispositifs de référencement du web, le SEO, acronyme de Search Engine Optimization. Daesh apparaît ainsi sur la première page de résultats Google pour toute recherche concernant la conversion à l'islam. L'Irak et la Syrie sont également des territoires avec d'importantes réserves de gaz naturel. En effet, ce gaz rapporte 1,4 million de dollars par jour, soit 17% des recettes. De fait, l'Irak possède la 12e réserve de gaz naturel la plus importante au monde et la Syrie la 41e. Or, Daesh est emparé du site de production situé à Akka, proche de Quin, qui est la plus grosse réserve de gaz naturel d'Irak. Daesh gagne également de l'argent grâce à des activités plus irrégulières comme le rançonnage et le pillage. Une quinzaine d'otages occidentaux ont déjà été rançonnés par Daesh, sachant que le prix d'un otage varie entre 5 et 10 millions de dollars. L'organisation aurait touché environ 112,5 millions de dollars grâce à cette activité. Le pillage le plus spectaculaire commis par Daesh est sans doute celui de Mossoul, deuxième ville du pays, en juin 2014. Après seulement quelques jours de combat, Daesh prend le contrôle de la ville et s'accapare ses ressources. Elle s'empare ainsi de l'arsenal militaire laissé par les Américains à l'armée régulière irakienne. Chars, canons, avions, pour un montant total estimé à 3 milliards de dollars. De plus, l'organisation pille la banque centrale d'Irak située à Mossoul, dans laquelle il y avait 200 kilos d'or, soit environ 7 millions de dollars, mais aussi 400 millions de dollars, soit 3,407 milliards de dollars avec la prise de Mossoul. L'esclavage est aussi une source de revenus pour l'organisation terroriste. L'esclavage concerne surtout les minorités yézidis, chrétiennes assyriens, quand ils ne peuvent pas payer la taxe spéciale qui leur est infligée, et tout particulièrement les femmes. Selon une liste obtenue par une responsable des Nations Unies lors d'un voyage en Irak, les sommes demandées pour récupérer les esclaves seraient entre 40 et 165 dollars dans un ordre inversement proportionnel à leur âge. L'État islamique se fait aussi de l'argent grâce à des taxes. Sur les territoires qu'il contrôle, l'EI impose des taxes aux populations locales, en particulier aux fonctionnaires encore payés par les autorités de Bagdad, en Irak, et de Damas, en Syrie, taxés à 50%, ce qui génère 300 millions de dollars par an. Une taxe de 5% serait en outre prélevée sur tous les salaires des zones où l'EI est établi. Il diversifie ses revenus en taxant systématiquement tout passage, camions, convois humains, aux frontières qu'il contrôle. La banque de crédit de Raqqa, en Syrie, est chargée de collecter 20 dollars tous les 2 mois auprès des commerçants. Il s'attribue en outre les fruits des cultures des plaines à l'est d'Alep, coton, céréales. Selon le rapport du service de recherche du Congrès américain, même les élèves sont taxés. Chaque mois, 22 dollars en primaire, 43 en secondaire, 65 à l'université. L'EI se finance aussi en pillant des banques. À Mossoul, l'un des principaux fiefs de Daesh en Irak, l'EI s'est accaparé les ressources de la banque centrale en juin 2014. Ces derniers représentaient environ 500 milliards de dinars irakiens, soit 450 millions de dollars. L'organisation aurait également dérobé l'or des autres banques des régions qu'elle contrôle. Comme autre source de revenus, Daesh pille les sites archéologiques. Selon les calculs du Wall Street Journal, la vente d'antiquités et d'œuvres d'art en provenance des régions irakiennes et syriennes rapporterait environ 100 millions de dollars par an à l'État islamique. Les trésors archéologiques pillés au Moyen-Orient, où Daesh se trouve le plus solidement implanté, sont appelés les antiquités du sang. Le symbole de ce trafic, la cité de Palmyre. Les sites dévastés sont très nombreux. Les biens pillés transitent par des pays comme la Turquie, la Jordanie ou le Liban via des réseaux criminels. Ensuite, ces biens sont dirigés vers les États-Unis ou l'Europe. Ils pénètrent sur le vieux continent par des États comme les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, où la législation sur le trafic d'œuvres d'art est moins sévère qu'en France. Le blanchiment d'argent fait partie d'une des sources de revenus de Daesh. Dans le cadre de la loi anti-blanchiment aux États-Unis, les signalements au Trésor américain ont abouti cette année à un nombre croissant d'alertes sur des transactions financières pouvant impliquer l'État islamique. Les banques américaines ont annoncé qu'elles étaient en train d'éplucher les relevés de transactions à la recherche de liens éventuels avec des suspects des attentats du 13 novembre. Le financement extérieur est aussi à prendre en compte lorsque l'on aborde le sujet des revenus de l'État islamique. Les services de renseignement irakiens ont récemment récupéré 160 clés USB renfermant notamment des informations inédites sur l'état des comptes. En 2014, l'Irakien Nouri al-Maliki, alors Premier ministre, expliquait qu'il tenait l'Arabie Saoudite pour responsable des aides financières et morales reçues par les groupes insurgés. En France, les autorités n'accusent pas directement des pays tiers, mais posent la question de financement privé issu de certains pays.
Mais depuis l'été 2015, Daesh fait face à une diminution progressive de ses revenus. La cause, l'impact des frappes aériennes sur les infrastructures pétrolières et la perte de territoire contrôlés par l'organisation. Ainsi, entre 2014 et 2015, le budget de Daesh au Levant est passé de 2,9 milliards de dollars à 1,3 milliard de dollars. Depuis, Daesh tente de compenser ses pertes en augmentant la pression financière sur les populations locales via l'augmentation de ses impôts et des taxes. En 2015, son système fiscal lui aurait rapporté entre 800 et 900 millions de dollars, contre 360 millions en 2014. Pour conclure, Daesh s'inspire des entreprises occidentales que nous connaissons en Occident car le mode de développement ne diffère aucunement du nôtre. Si Daesh continue à croître à cette vitesse, notre société a de quoi s'inquiéter. Et peut-être qu'un jour, l'État islamique sera intouchable, comme certaines entreprises les plus développées. Mais est-ce que Daesh a vraiment de quoi tenir sur la longueur ? Ou est-ce que le règne de terreur est précaire et déjà sur le déclin ?